président Trump a annoncé dans la nuit les mesures sévères contre tout pays qui commercerait avec l'Iran. Oui, effectivement, Ilana, la principale mesure, vous le savez certainement, sera l'imposition de 25% de taxes supplémentaires à chacun des pays qui commercera avec le régime iranien. Hier soir, le président américain a affirmé qu'il était prêt à un dialogue avec les Iraniens, mais qu'il tendait plutôt en faveur d'une opération militaire en Iran. Les négociations dont a parlé Donald Trump se rapporteraient au dossier du nucléaire iranien. Et dans ce contexte, les Américains pourraient profiter de la situation précaire de l'administration iranienne pour obtenir de sa part des garanties, comme par exemple celle de céder tout son uranium enrichi et celle de cesser de son programme de missiles balistiques. C'est le vice-président américain J.D. Vance, mais aussi l'émissaire Steve Witkoff qui prône le dialogue avec Téhéran, tandis que effectivement Donald Trump préférerait une attaque militaire contre le régime iranien. Ceci étant, le Pentagone a présenté au président Trump des cibles qui pourraient être détruites en Iran dans le cadre d'une offensive de l'armée de l'air américaine. Il s'agit de cibles liées au programme nucléaire et au programme de missiles balistiques iranien. En Israël, on estime en tout cas que le président Trump concrétisera ses menaces d'agir militairement contre le régime iranien. Oui, en Israël, on considère que cela pourrait provoquer un nouveau round de confrontation entre Israël et l'Iran. Du côté israélien, on estime que la répression cruelle du mouvement de protestation reflète la détresse du régime iranien et sa crainte d'être déstabilisé. Au ministère israélien des Affaires étrangères à Jérusalem, on fait campagne auprès de la communauté internationale afin que le mouvement des gardiens de la révolution iranienne soit considéré comme une organisation terroriste. Au sein de Tsahal, on affirme être particulièrement vigilant et prêt à tout scénario dans le dossier iranien. La Knesset a voté dans la nuit en faveur de la loi permettant de traduire en justice les terroristes de la Nouba le 7 octobre 2023. Oui, le projet de loi a été voté en première lecture par 19 députés sans la moindre opposition. Il doit permettre de créer un tribunal spécial qui jugera ces terroristes qui se sont conduits de manière particulièrement atroce le 7 octobre. Ce tribunal aura pour mandat de débattre d'infractions à la loi sur le génocide ainsi que d'autres infractions liées à la loi contre le terrorisme. Et puis, selon l'entourage d'Itamar Ben-Gvir, ces terroristes qui seront, selon une autre loi qui est en cours à la Knesset, condamnés à mort, seront pendus par un bourreau qui serait désigné par le service pénitentiaire israélien. C'est ce qu'a dit Itamar Ben-Gvir en tout cas. L'identité de ceux ou de ces bourreaux ne sera pas connue. Ils ne pourront pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Ben-Gvir a affirmé qu'il n'était pas question que les plus cruels de ces terroristes échappent à la peine de mort. Et puis toujours à la Knesset, les députés ont voté en faveur d'un projet de loi visant à annuler l'infraction d'abus de confiance du code pénal. Oui, en effet, les promoteurs de cette loi expliquent que cette infraction d'abus de confiance n'est pas suffisamment claire et définie et qu'elle représente une sorte de fourre-tout juridique qui permet d'inculper sans difficulté des personnalités politiques sans que concrètement il n'y ait de charges claires contre elles. Et selon certains responsables au Likoud, ce projet de loi serait destiné en particulier à innocenter Binyamin Netanyahou dans ses procès, dans l'hypothèse où le président Herzog ne lui accorde pas l'amnistie prochainement. Et puis, le Premier ministre, lui, a réagi à l'interrogatoire prolongé avant-hier de celui qui a longtemps été son chef de cabinet. Oui, il s'agit de Tzachi Braverman qui pourrait être impliqué dans l'affaire Qatargate. Dans une vidéo, le Premier ministre a balayé les soupçons qui pèsent sur Braverman. Pour M. Netanyahou, il s'agit d'une enquête qui est mue par des intérêts politiques uniquement. C'est la même chasse aux sorcières qui est menée contre moi. Ils ne parviennent pas à me vaincre aux élections, alors ils montent de toutes pièces des procès contre moi. Cela ne marche pas et alors ils s'en prennent à mes conseillers. Mais cela ne marchera pas car le public n'est pas dupe, a dit M. Netanyahou. Et le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, s'est rendu lui hier en Judée-Samarie. Il y a adressé un message à Emmanuel Macron. Oui, dans cette vidéo, Bezalel Smotrich invite tout simplement le président français à venir visiter la Judée-Samarie afin de se rendre compte de visu sur le terrain du développement des implantations et localités israéliennes, et ce afin de constater à quel point il n'est pas possible de créer un État palestinien indépendant sur ces terres. Il faut souligner que Smotrich, qui est l'un des principaux catalyseurs de la politique de développement des localités juives de Judée-Samarie, qu'il s'est récemment vanté d'avoir permis au cours des 3 dernières années de créer 69 localités juives dans ces régions. Et puis enfin, pour terminer rapidement, Daniel, on en parlait hier dans le journal, Israël a finalement décidé d'autoriser l'entrée de son territoire au soi-disant historien Vincent Lemire. Oui, Vincent Lemire qui devait donner une série de conférences en Israël avait été interdit d'accès, mais apparemment donc, des pressions ont entraîné un changement de cap de la part des autorités israéliennes. Il pourra finalement donc entrer en territoire israélien et donner la plupart de ses conférences. Lemire était chercheur au CNRS à Jérusalem entre 2019 et 2023.
Une page météo pour compléter, vous l'avez très certainement remarqué, le temps est particulièrement pluvieux et froid, des précipitations du nord au sud du pays et de la neige sur le Hermon et sur les hauteurs du Golan. Ce temps devrait se maintenir durant toute la journée. Par la suite, il y aura des accalmies dans les chutes, dans les précipitations. Les températures sont en baisse, il fera 12 degrés seulement à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 18 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Myriam Shermer. Myriam, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, on va parler avec vous de plusieurs sujets. On va d'abord balayer un premier sujet pour essayer d'avoir un peu votre avis sur cette question qui est un petit épiphénomène dans la communauté francophone, avec cette venue très controversée de Vincent Lemire, qui dit être un historien du Proche-Orient et qui a été interdit d'abord d'entrer en territoire israélien. Et après, apparemment sous pression, finalement, cet interdit a été levé. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche et de ce qui s'est passé autour de Vincent Lemire et de sa personnalité ? Bon, écoutez, Vincent Lemire, c'est effectivement un historien qui a fait des travaux sur Israël, sur Jérusalem en particulier. Il a un livre sur Jérusalem, mais qui, à un moment donné, à mon sens en tout cas, bascule il n'est plus dans une démarche scientifique, il est dans l'idéologie. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il suffit de parcourir ses réseaux sociaux pour voir qu'il se rend sur l'audiovisuel français et qu'il diffuse des arguments qui ne passent pas le moindre test scientifique. Je prends pour exemple quelque chose qu'il a dit en prime time à la télévision française, qui est qu'il a la preuve avérée que 93% des morts à Gaza sont des civils, d'accord, pour soutenir son argument de génocide. Or, l'argument sur lequel il s'appuie, il est tellement fallacieux, c'est un document de Tsahal, à un moment T dans la guerre, qui parle de 8000 terroristes avérés éliminés par Tsahal. Ça ne veut évidemment pas dire que ce sont les seuls combattants du Hamas, du djihad islamique, etc., qui ont été éliminés par Tsahal. Mais ce monsieur se sert par exemple de cet argument-là. Je vous donne cet exemple, Daniel, pour vous montrer à quel point il est malhonnête. Oui, on n'est pas dans une démarche scientifique, on est dans une démarche idéologique. Il a décidé qui étaient les bons, qui étaient les méchants. Et d'ailleurs, en privé, il n'hésite pas à se comparer à Paxton, ce fameux historien américain qui a confronté la société française à sa collaboration sous Vichy. D'accord ? Donc, il nous compare au régime nazi ou du moins à des collabos. Et donc, il est dans une position, à mon sens, de narcissisme intellectuel où il n'hésite pas de faire feu de tout bois. Tout simplement pour mettre de l'eau à son moulin. Maintenant, ce qui est intéressant dans tout ça, au-delà de ce monsieur, c'est que si vous voulez, moi ce qui m'intéresse davantage, c'est à quoi joue la France, d'accord ? La France, aux dernières nouvelles, reste une alliée d'Israël, ok ? Oui, nous avons des accords commerciaux avec la France, etc. A priori, nous avons des relations diplomatiques bonnes et correctes, en tout cas avec la France. Or, la France fait venir via ses organes culturels, puisqu'il s'agit de l'Institut culturel de Jérusalem en l'occurrence, un homme qui est, on vient de le dire, pas dans une démarche scientifique, mais dans ce qui peut passer pour de la diffamation. Vous voulez dire en fait que la diplomatie française, en tout cas ici en Israël, elle n'a pas fait le switch entre Vincent Lemire, l'historien qui a été pendant 4 ans ici au CNRS, et Vincent Lemire, l'idéologue anti-israélien. Oui, mais si vous voulez, faut vraiment se boucher les yeux et les oreilles pour pas savoir ce qu'il dit sur l'audiovisuel français. C'est-à-dire que l'argent du contribuable français est mis à contribution plusieurs fois dans cette affaire. Et ce qu'on peut se demander, Daniel, c'est est-ce que la diplomatie... Alors la francophonie, c'est quelque chose d'important. Les instituts culturels français, ça existe en Israël, ça a une importance. Ça existe dans le monde entier. Est-ce que les autres instituts culturels du Proche-Orient font ce genre de choses, d'accord ? Est-ce qu'au Qatar, on fait venir quelqu'un qui parle du bilan des droits humains qatari ? Je ne crois pas, et je ne suis pas en train de comparer notre situation à celle des Qataris, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire, Daniel. C'est-à-dire que la diplomatie française se permet, parce qu'elle sait qu'ici c'est une démocratie, c'est une société ouverte, et que donc effectivement l'interdiction hier, on n'a pas encore les détails d'ailleurs, mais l'interdiction hier a visiblement été renversée, on ne sait pas par qui, parce que ici c'est le jeu de la démocratie, c'est très bien en temps normal, mais quand on sait que ce genre d'argumentaire que professe Vincent Lemire
est corrélé à une explosion de l'antisémitisme, en particulier contre les Juifs français, vous comprenez bien qu'on est dans une situation en fait où Paris se tire une balle dans le pied. Pourquoi faire en fait? Simplement pour être désagréable avec Jérusalem parce que les dirigeants ne s'entendent plus. Enfin, vous voyez, on est dans une situation un peu ridicule. Ouais. Bon, on a bien compris. On va passer à autre chose et des sujets qui sont bien plus importants que celui-là en tout cas. Je voudrais avoir votre avis d'abord sur le dossier iranien et sur une question claire, on va aller droit au but. Est-ce que vous pensez que dans la situation actuelle, alors que les opposants iraniens au régime, tous ceux que nous interviewons, ceux qui sont à l'étranger, mais aussi apparemment ceux qui sont à l'intérieur du territoire iranien, réclament, aspirent, appellent à une intervention des Américains et des Israéliens, est-ce que vous pensez qu'Israël doit intervenir parce que finalement c'est dans son intérêt sécuritaire, parce que à quoi cela sert de combattre sans arrêt le Hezbollah ou le Hamas si l'on ne parvient pas à neutraliser la tête de la pieuvre, comme on dit? Oui, bon, alors il y a d'abord une chose, c'est que je pense que même, et on le souhaite tous, si le régime tombe, ce ne sera pas la fin de l'islamisme au Proche-Orient. D'accord? On continuera à avoir d'autres ennemis. J'ai nommé le Qatar, j'ai nommé la Turquie. Enfin, voilà, il ne faut pas se faire des illusions qu'on est à ça d'une révolution laïque et puis ça y est, la paix au Proche-Orient. Ok? Ça, c'est une chose. Mais ensuite, la vraie question, c'est effectivement, est-ce que c'est à Israël d'intervenir ou en tout cas de beaucoup pousser les États-Unis ou enfin quelque chose de cet ordre-là? Si vous voulez, jusqu'à présent, Jérusalem s'est montrée extrêmement prudente, c'est-à-dire que Benjamin Netanyahou fait des déclarations en soutien aux Iraniens, mais ne s'engage pas formellement. La ministre Gila Gamliel, qui est en relation avec Reza Pahlavi, vous rappelez-vous qu'il avait fait venir en visite en Israël avant la guerre. Donc, il est vraiment en relation proche avec lui. Tout le monde fait très, très attention, évidemment, pour ne pas être agité comme un épouvantail par le régime. Parce qu'en fait, il est là le piège. C'est que d'un côté, il est évident qu'aujourd'hui, Israël est la superpuissance régionale, d'accord, elle intervient en Syrie pour défendre les Druzes. Même si personne ne veut l'admettre, la position israélienne via la guerre s'est renforcée dans la région. Et aujourd'hui, on a un peuple de 100 millions de personnes, dont des milliers et des milliers font appel à Benjamin Netanyahou sur les réseaux en nous disant « aidez-nous ». Il y a un vrai culte autour de Benjamin Netanyahou. Il suffit d'aller faire un tour sur les réseaux pour s'en rendre compte, d'accord? Mais c'est un jeu dangereux, évidemment, parce que nous sommes que 10 millions, d'accord, et que on va nous mettre dans une situation où, si vous voulez, nous sommes l'Amérique du Proche-Orient, où nous sommes le shérif du Proche-Orient, sachant que notre place est déjà si compliquée dans la région, c'est un vrai risque. Et je pense que c'est ce qui est en train d'évaluer Benjamin Netanyahou. Mais il n'y a pas une sorte de paradoxe entre le fait qu'on ait remarqué au cours des 2 dernières années que même si Netanyahou a bien été un des artisans de la conception erronée qui a conduit au 7 octobre, et bien depuis, il a changé d'approche, il est beaucoup plus offensif, il va jusqu'au bout des démarches en dépit des critiques dont il peut faire l'objet. Dans tous les dossiers, sur tous les fronts, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, tout ça. Et là, finalement, comment on explique, on va dire, le fait qu'Israël, après la guerre des 12 jours, eh bien, ne soit pas tenté d'aller jusqu'au bout, d'autant plus que les Iraniens le demandent eux-mêmes. Oui, alors, d'une part, on ne sait pas ce qui se passe, Daniel. C'est-à-dire que hier, les rumeurs dans tout Israël allaient bon train, puisqu'on entendait beaucoup d'avions de chasse quadriller nos cieux, et qu'en fait, en réalité, on est en train de se parler là maintenant, Daniel, et on ne peut pas savoir, peut-être qu'une opération va être déclenchée dans les jours qui viennent. Donc c'est très difficile de se positionner clairement. Mais encore une fois, je pense qu'il y a quand même une différence entre s'attaquer à tous les groupes terroristes qui s'en prennent à Israël de façon totalement légitime et changer de phase et participer ouvertement à la lumière du jour, au vu et au su de tous, alors que les yeux de la communauté internationale sont braqués sur Téhéran, à faire tomber un régime, d'accord? Ça, la preuve, c'est que le régime existe depuis avant que je sois née, Daniel, et que personne en Occident n'a jamais ouvertement cherché à renverser le régime, y compris les États-Unis, y compris l'Union européenne quand elle était plus puissante qu'aujourd'hui, etc., etc. Donc on est dans une situation inédite. Donc à mon avis, ce que cherche à faire Benjamin Netanyahou, c'est quelque chose de plus gradué. On sait que le Mossad est sur place. On nous l'a dit au début des manifestations, et on a des témoignages qui nous disent, ils sont là, notamment, ils permettent de nous
branché à Internet, il participe activement, mais de là à... Et puis en plus, vous le saviez mieux que moi, Daniel, mais la configuration iranienne entre l'armée régulière, les gardiens de la révolution, le régime, c'est très intelligemment protégé en Iran. Il n'est pas si facile que ça à renverser. Donc je pense qu'on est dans un scénario complexe dans lequel on va avoir une intervention américaine. J'ai du mal à imaginer que Donald Trump est autant menacé et que finalement il ne fasse rien parce que c'est quelqu'un qui aime faire respecter sa parole. Mais on va avoir, je pense, un scénario qui va nous surprendre. Alors, on va attendre, on va être patient à ce niveau-là, effectivement. Je voudrais avoir votre appréciation parce que la Knesset est dans on va dire, surfe sur une vague de législation assez intense, on va dire. Pas plus tard qu'hier, il y a une loi qui est passée en première lecture en particulier, justement, et c'est de ça dont je voudrais vous parler, sur le fait d'annuler la fameuse clause dans le code pénal d'abus de confiance, de fraude et d'abus de confiance, qui est une sorte de clause un peu de fourre-tout dans le monde de la justice en Israël. Alors bien entendu, ça donne le sentiment que c'est une décision qui est dirigée en faveur de Benyamin Netanyahou pour le disculper d'une certaine manière si d'ici là, eh bien, le président Herzog ne lui accorderait pas la grâce présidentielle. Vous pensez que c'est une loi qui peut aboutir avant on va dire, la fin du mandat de la Knesset actuelle, et est-ce que vous pensez que c'est une loi qui est souhaitable? De toute façon, c'est une loi qui va être cassée par la Cour suprême si jamais elle passait les 3 lectures. Si vous voulez, on est dans une situation, Daniel, pour l'instant, je pense que, comme vous l'avez dit, on est dans un blitz législatif parce que les députés de la majorité comprennent bien que c'est la fin. Avant-hier, on a une information importante qui est que le parti de judaïsme unifié de la Torah ne sait pas s'il va voter pour le budget. D'accord ? Et on va expliquer à nos auditeurs. Oui. Le budget doit passer tous les ans jusqu'à la fin du mois de mars. S'il ne passe pas, automatiquement, sous 90 jours, on part en élection. Okay ? Donc là, ça devient urgent puisqu'on est mi-janvier et qu'il faut faire passer le budget de cette année. Or, les partis orthodoxes, si vous voulez, leur patience, ça y est, elle est terminée. Oui, effectivement, même le judaïsme de la Torah a dit, même en première lecture, pas seulement en seconde ou troisième lecture comme le pensait Netanyahou, oui, c'est ça. Même en première lecture, ça veut dire d'ici 15 jours, c'est possible que... D'ici 15 jours. Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans une situation où Bezalel Smotrich et Benjamin Netanyahou n'arrivent pas à faire passer c'est un paquet de lois qui est la loi du budget et n'y parviennent pas. Et là, dans ce cas-là, on va automatiquement en élection. C'est-à-dire que on a 2 cas de figure. Soit on est en élection, on vote en septembre, soit on vote en mai. On en est là, Daniel, d'accord ? Donc de toute façon, et la Knesset part en vacances juste avant Pessah. Donc en fait, il nous reste à peine 2 mois parlementaires, très concrètement. Et de toute façon, on sait très bien qu'une grande partie de ces lois-là seront cassées parce il sera estimé qu'elles n'ont pas été passées en bonne et due forme, d'accord ? Donc pour répondre... Clairement, on est dans un objectif électoraliste. On fait, par exemple, Israël Katz fait beaucoup de bruit avec sa loi pour faire fermer Galatz, alors qu'il sait très bien qu'il est fort possible que la radio militaire soit maintenue en place par la Cour suprême. Alors pourquoi il le fait ? Parce que c'est bien auprès de la base électorale et qu'ensuite il pourra venir aux primaires du Likoud pour dire voilà, j'ai essayé de faire des choses, etc. Donc on est dans une situation comme ça où chaque député essaye de faire passer sa loi dont il pourra se revendiquer ensuite pour les élections internes au Likoud. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et ensuite, pour la question plus fondamentale que vous me posez, est-ce que c'est au Likoud de faire passer ce genre de loi ? Moi, je pense que le Likoud se couvre de honte en essayant systématiquement, en tout cas ne se fait pas honneur en essayant systématiquement de faire passer des lois qui clairement sont des lois personnelles, taillées à la situation de Benjamin Netanyahou et qui font mauvais genre, d'accord ? Même si on sait qu'elles passeront pas vraiment, etc. Ensuite, je sais que moi, je satisfais jamais les idéologues parce que j'ai toujours une opinion un peu un partout, balle au centre. Ensuite, j'estime, comme vous, que la fraude, l'abus de confiance tel qu'il est déterminé en Israël, c'est comme vous avez dit, c'est fourre-tout, c'est compliqué à démontrer, et on voit bien que Benjamin Netanyahou a été mis en examen pour ces motifs-là, et qu'on est en procès depuis mai 2020, et que
public israélien n'a toujours pas complètement compris pourquoi on est encore dans ces procès-là et pourquoi ce n'est pas derrière nous cette affaire-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la Knesset se tire une balle dans le pied, c'est certain, mais le système judiciaire israélien, moi, je pense vraiment que si on décide de mettre en examen un Premier ministre en exercice, un Premier ministre puissant comme Benjamin Netanyahou. C'est très important d'être capable de le faire parce qu'on est en démocratie. Mais si vous le faites, il faut, que vous ayez des preuves en béton armé, et deux, que vous sachiez aller le plus vite possible, que vous fassiez un processus impeccablement exécuté sur le plan professionnel pour convaincre même les sceptiques que vous savez ce que vous faites. Ce qui n'est pas le cas. Le système judiciaire ne parvient pas à se montrer efficace, tout simplement efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ce genre de situation, il est évident que ce type de loi va fleurir comme des champignons. Est-ce que ça fait honneur à la Knesset, encore une fois? Non. Eh bien, on va en rester là. Merci beaucoup, Myriam, de nous avoir donné votre appréciation, en particulier donc sur le dossier iranien, mais aussi donc sur les derniers développements au sein de cette Knesset qui est en train, on va dire, d'expédier les affaires courantes en perspective de prochaines élections, mois de mai, juin ou septembre, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci, Daniel. Et on accueille à présent, vous reconnaissez ce générique, la chronique high-tech avec Daniel Rouache, président d'honneur de la Chambre de commerce Israël-France. Bonjour Daniel, Boker Tov. Oui, bonjour Ilana. La question du jour peut surprendre Daniel, c'est vrai, vous en parlez d'ailleurs sur votre site Israël Valley. Pourquoi en Israël on célèbre la vente de start-up locales à des groupes étrangers, là où d'autres pays parlent de perte de souveraineté? Israël, lui, parle de succès, d'innovation et de nouveaux départs. C'est étonnant. Oui, c'est vraiment étonnant. Il faut savoir qu'en 2025, c'est une année marquée, bien sûr, par la guerre, l'incertitude géopolitique, mais le marché technologique israélien des fusions-acquisitions, introduction en bourse qu'on appelle les exits, a enregistré l'une de ses meilleures années de la dernière décennie. La valeur des sorties technologiques israéliennes, y compris des fusions-acquisitions et des introductions en bourse, a bondi en 2025 de 340% pour atteindre 58 milliards de dollars. Voilà un résultat tout à fait étonnant. Je voudrais, dans notre chronique high-tech ce matin de Radio J, vous parler de Evgeny Dibrov. Je le connais bien, un jour je l'ai rencontré. C'était dans un restaurant de la rue Shenkin. Il arrive, le grand sourire aux lèvres. À cette époque, il n'était pas richissime. Mais très vite, on se rend compte qu'il a une dégaine d'un start-upiste israélien qui a fait l'armée, qui a fait les meilleures unités, qui a un sourire, qui a une volonté de réussir qui est absolument extraordinaire. Et il m'a raconté pendant un bref repas qu'il va devenir milliardaire. Bon, vous savez, il y a tellement de jeunes Israéliens qui rêvent de monter des start-up, devenir milliardaires, de faire des exits. Je l'ai écouté avec une attention, mais je savais qu'Evgeny Dibrov allait réussir. Et il a monté une société qui s'appelle Armis, qui devrait empocher 465 millions de dollars lors de la vente du ServiceNow. Lui-même, Evgeny, va encaisser des sommes absolument considérables. Voilà ce qui pousse quand même à vendre des sociétés dans le domaine du high-tech. Mais les Israéliens ont une très, très, très grande particularité qui est une réalité. Ce sont des vrais sionistes économiques, c'est-à-dire qu'une fois après avoir vendu, il reste en Israël, il va développer d'autres affaires. Mais la chose qui est fondamentale, je ne connais pas d'Israélien qui vend sa société high-tech et qui ne demande pas que la recherche et développement reste dans le pays. Alors, le rachat d'Army par ServiceNow, c'est une société américaine pour environ 8 milliards de dollars. C'est vraiment l'une des plus importantes cessions d'entreprises de cybersécurité d'origine israélienne. Evgeny Dibrov, qui est tout à fait jeune, vous savez, il a entre 30 et 35 ans. Il est PDG de l'entreprise. Il a créé la société avec un ami qui s'appelle Nadir Israël. Il va probablement continuer à accumuler des richesses. Il est actionnaire dans l'une des sociétés de mes enfants dans le domaine du Bitcoin. Je le connais particulièrement et je connais aussi sa générosité, son travail et sa réputation. Donc, il faut savoir que l'écosystème israélien
est réputé pour sa culture de l'exit et sa capacité à innover, attirant des capitaux étrangers pour acquérir des technologies de pointe, surtout en intelligence artificielle et cybersécurité. Tout le monde parle des exits qui ont eu lieu en 2025 dans le domaine de la défense, dans le domaine des fintech. Vous pouvez retrouver en tous les cas les détails dans le site Israel Valley où je donne toutes les précisions sur les sociétés qui ont été vendues, Viz, Mobileye, CyberArk, Monday.com, VIX, Gong, Majestic Lab, Wonderful. Vraiment une société israélienne qui est proactive. Et encore une fois, contrairement aux bêtises qui sont racontées un peu partout, vous savez, ces Israéliens qui partent s'exiler pendant la guerre à New York ne glandent pas. Il faut savoir qu'à New York, Boston et sur la côte ouest américaine, ils sont là hyper actifs avec leur société de base ici en Israël. Oui. Ils recherchent des financements. Il faut savoir que les Américains sont là pour financer les grands groupes américains. Il y a un véritable savoir-faire israélien dans la vente de start-up. Et à la fin, c'est l'État d'Israël qui encaisse des montants absolument énormes. C'est la raison des ventes du high-tech israélien à l'étranger. Eh bien, merci beaucoup Daniel Rouache pour ces informations. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio J. Et nous commencerons cette revue de la presse israélienne par la manchette du Israel Hayom, une manchette qui se rapporte aux événements dramatiques en Iran. Le journal a choisi de consacrer cette manchette à l'option de négociation entre Israël et l'Iran autour du programme nucléaire iranien. C'est de ça dont on parle actuellement. Manchette de président. Le journal israélien cite le président américain qui aurait l'intention d'exiger de l'Iran qu'il cède tout son uranium enrichi et qu'il cesse son programme de missiles balistiques. En sous-titre, le Israel Hayom rajoute que Donald Trump exigera également des Iraniens qu'ils cessent leurs oppressions contre les manifestants. Et le journal indique que le dossier iranien pourrait reporter à une date ultérieure l'annonce solennelle de la création du fameux Conseil de la paix à Gaza, une annonce qui devait intervenir aujourd'hui de la part de Donald Trump. Et pour illustrer ces développements, le Israel Hayom a choisi une nouvelle photo de la protestation dans les rues de Téhéran avec une légende. Les protestataires attendent que Trump frappe le régime iranien. Le Yediot Aharonot, lui, ne consacre ce matin qu'un titre modeste au mouvement de protestation des Iraniens. Et le journal titre « Le régime iranien est à la recherche d'une porte de secours, d'une porte de sortie » et de citer le président Trump qui affirme que les dirigeants iraniens aspirent actuellement à des négociations et à calmer d'une certaine manière les esprits. Au sein de l'administration américaine, il existe un courant qui veut négocier avec les Iraniens. Et le Wall Street Journal croit savoir que Donald Trump voudra finalement aller vers une opération militaire. Quand Thomas arrive, eh bien, il explique en page d'ouverture que quoi qu'il décide, négociation, opération militaire, Donald Trump a déjà frappé un coup fatal contre le régime de Téhéran. Le Maariv explique que Trump envisage les pourparlers sur le nucléaire, sur le programme nucléaire iranien, mais il menace également d'une opération militaire et en attendant, il a imposé une série de sanctions contre des pays qui pourraient commercer avec l'Iran. Le Maariv explique que c'est le vice-président américain J.D. Vance qui prône des pourparlers avec les Iraniens alors que Donald Trump serait plutôt favorable à une offensive militaire contre le territoire iranien. Alors qu'écrivent les éditorialistes ce matin autour de la situation actuelle en Iran, nous allons commencer par ceux du Israel Hayom avec Meir Ben Shabbat, ancien conseiller à la sécurité nationale de Benyamin Netanyahou, qui considère que le désir du régime iranien de négocier avec les États-Unis n'est pas surprenant. Il est seulement le reflet de la détresse actuelle du régime des Mollahs, mais Washington ne doit pas entamer des pourparlers avec Téhéran. Danny Zaken, qui suit pour le Israel Hayom la vague de protestation, affirme qu'elle ne se dissipe pas. Au contraire, elle s'amplifie, y compris en plein jour. Et il mentionne une manifestation des parents de manifestants assassinés qui se sont rassemblés hier dans le cimetière municipal de Téhéran pour protester. Sima Shine, dans le Israel Hayom, affirme que face aux menaces américaines, le régime des Mollahs est totalement désemparé et c'est pour cela qu'il propose de jouer la carte de la négociation. Poursuivons en reprenant des extraits des éditoriaux, cette fois du Yediot Aharonot, dans le journal
Ben Dror Yemini s'insurge contre ce qu'il appelle le silence du monde libre face à la vague de protestation des opposants iraniens, alors que les manifestants à Téhéran sont confrontés à la cruauté du régime des ayatollahs. Le monde libre et les fameux chevaliers des droits de l'homme restent silencieux et ne descendent pas, eux, dans la rue pour protester. Même l'ONU est muet comme s'il était inexistant. Et désormais, écrit Ben Dror Yemini, les manifestants iraniens découvrent ce que les Israéliens ont découvert il y a 2 ans, à savoir que le monde libre n'existe plus. Quant à Ron Ben Ishai, il écrit que l'initiative de pourparlers est destinée à calmer la protestation et tout accord pourra servir Khamenei dans cette optique. Enfin, Danny Orbach explique qu'une attaque israélienne contre le régime iranien n'est pas la seule option à l'ordre du jour et il met en garde le gouvernement de ne pas tomber dans le piège de l'activisme militaire à outrance. Et puis ce matin, le Yediot Ahronoth nous propose un scoop. Il s'agit d'une interview du cheikh Ahmad El-Hadjeri, le leader spirituel des Druzes de Syrie. Dans cet entretien exclusif, le chef Ahmad El-Hadjeri remercie Israël pour avoir accepté de voler au secours de la communauté druze syrienne il y a quelques mois, lorsque les milices affiliées au président Asharaf avaient massacré une partie de cette communauté. Dans cet entretien, le cheikh évoque une vie difficile, la vie difficile des communautés druzes de Syrie et de son aspiration à une forme d'indépendance. Nous voulons coopérer stratégiquement avec Israël, affirme-t-il. Le Maariv se penche, lui, ce matin sur le mouvement des frères d'armes qui est sur une initiative du ministre de l'Éducation, Yoav Kish, contre ce mouvement. Il faut rappeler que le mouvement des frères d'armes est très controversé en Israël. Il a été l'un des catalyseurs de la protestation contre la réforme judiciaire et pour l'insubordination au sein de Tsahal avant la guerre. Par la suite, il s'est fait plus discret et a œuvré pour le développement de projets sociaux. Le ministre de l'Éducation a interdit aux responsables du mouvement de s'exprimer devant des lycéens israéliens. Et la Cour suprême a affirmé que rien n'empêchait le mouvement de s'exprimer de la sorte. Et ce matin, dans le Maariv, Ravi Drucker, qui est l'un des plus virulents opposants à Netanyahou et qui est journaliste de la chaîne 13, suggère au mouvement des frères d'armes de ne pas se lancer dans l'arène politique en perspective des prochaines élections. Toujours sur le plan intérieur, dans le Israël Hayom, on se fait l'écho d'un grand rassemblement de mobilisation nationale qui se tiendra jeudi à l'entrée de Jérusalem. Il s'agit d'une mobilisation qui réunira des mouvements favorables à l'enrôlement des élèves des yeshivot et de nombreuses familles de soldats tués au combat. Le message que ces familles entendent faire passer est simple: l'étude de la Torah ne peut aucunement dispenser de participer à la vie d'une nation et aux dangers qui se dressent. Ces familles endeuillées affirment: la voix de nos enfants morts au combat se fait entendre des profondeurs de la terre. Et en page intérieure, une photo de ces représentants de ces organisations qui se sont rassemblés symboliquement hier devant le Kotel. Le mur occidental est parmi eux Marc Abitbol, le père du commandant Eliav Abitbol, tombé au combat au sud-Liban en octobre 2024. Et pour terminer, dans le même esprit d'unité nationale, le Israël Hayom mentionne une initiative de dialogue prise par le KKL. Il s'agit de la première convention éducative du KKL qui s'est tenue récemment et qui a réuni plus de 400 personnalités du monde de l'éducation informelle en Israël et dans le monde juif. Toutes les tendances confondues étaient représentées dans cette convention. Sar Shalom Gerbi, qui est le directeur du département de l'éducation au sein du KKL, a expliqué l'objectif de cette convention. La guerre nous a prouvé que nous sommes capables d'être unis pour défendre un seul et même objectif. Et lorsque nous avons vu que les clivages réapparaissaient, alors nous avons décidé de prendre une initiative et de dire « nous ne le permettrons pas du tout », affirme Sar Shalom Gerbi. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias. Plaisir d'être en ligne avec Or Issachar. Or, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur exécutif dans l'Institut David de politique sécuritaire, également membre de l'organisation des Bitronistim. Je voudrais avec vous justement que l'on fasse un point sur sécuritaire, sur le dossier iranien. Une question claire, est-ce que Israël envisage aujourd'hui d'attaquer l'Iran ou finalement Israël préfère attendre de voir ce que les Américains vont faire ? Alors, ça dépend des circonstances, c'est-à-dire Israël aurait préféré ne pas se faire attaquer le premier. C'est-à-dire que si les États-Unis, par exemple, a l'intention d'attaquer l'Iran, on présume que l'Iran va lancer des missiles contre Israël. C'est logique quand même. Alors, dans ce cas-là, et j'en suis sûr,
J'en suis sûr que les États-Unis et Israël sont collaborés, les administrations ont une collaboration extrêmement étroite. Et la question, c'est est-ce que l'Iran a l'intention de vraiment négocier avec l'administration Trump, il a été, comme Il en a les été question, reportages, ou bien oui, ou bien il s'agit d'encore une tactique du président Trump pour distraire, voir est-ce que l'Iran tient les gardes de façon un peu plus haute pour éventuellement d'attaquer des sites militaires en Iran, comme l'administration a promis de le faire si les forces de sécurité iraniennes continuent de tirer contre des manifestants. Alors, à voir, mais à mon avis, Israël, c'est le sujet numéro un qui est discuté parmi les responsables israéliens Alors, ces jours-ci. alors justement, je voudrais vous demander de faire une sorte de zoom out par rapport à ce que l'on a vécu au cours des 2 années et demie passées. C'est-à-dire, d'un côté, on voit que, on va dire, l'armée israélienne a tiré les leçons de ce qui s'est passé le 7 octobre et a abandonné la politique de retenue. L'échelon politique aussi, on peut le dire. Benjamin Netanyahu a poussé, on va dire, la confrontation quasiment jusqu'au bout. Mais on voit que finalement, au bout d'un an de cessez-le-feu dans le nord, eh bien, le Hezbollah se réarme. Il reçoit des sommes importantes d'un régime iranien qui est au bord de la banqueroute. Finalement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Israël de frapper la pieuvre terroriste à la tête? Alors, je vous présente le dilemme, et non pas parce que je suis présent dans la salle, mais de façon logique. Si Israël frappe l'Iran maintenant, comme vous l'avez dit, la tête de la pieuvre, alors bien évidemment que partout dans le monde, ça va apparaître comme si c'est une intervention israélienne ou bien un plan israélien de faire chuter le régime iranien, alors que les manifestants, et la manifestation, la révolution même qui se passe aujourd'hui, c'est la chose la plus authentique qu'on peut imaginer. C'est le Oui. peuple iranien qui marche dans les rues. Oui, Alors, mais ce peuple iranien, il semble demander aussi, appeler les Israéliens à intervenir. ça se peut, ça se peut. Et donc, il y avait, par exemple, cet attentat, cyberattaque ou bien des messages faux, comme si le régime iranien a fait un avertissement contre Israël. Bon, on va attaquer, etc. Il est possible, je dis pas que c'est pas possible, s'il est possible que l'Iran va tenter de distraire des affaires internes par mesure d'attaquer Israël. Alors, il faut se préparer à toutes les options. Je dis que je suis sûr qu'Israël et les États-Unis sont en train de négociation, en train de discussion sur cette option-là, l'Iran va attaquer. Je suis sûr que dans ce cas-là, Israël va frapper et frapper dur l'Iran. La question est, on ne veut pas faire des choses de façon trop dépêchée, trop vite, Oui. avant qu'il y a normalement, et c'est une astuce qu'on a on a appris de Churchill ou d'autres, qu'il faut laisser votre ennemi de se faire chuter par eux-mêmes. Alors, des fois, il vaut mieux, comme avec le régime Assad, une fois que le régime Assad a chuté, Assad s'est enfui. Alors, dans ce cas-là, Israël a détruit quasiment la totalité des militaires de l'armée syrienne. Alors, à mon avis, dans les jours qui viennent, on va voir des développements qui seront extrêmement intéressants. Alors, ce genre de développement, vous pensez que ça peut être aller jusqu'à frapper donc, on va dire, des cibles du pouvoir, ou alors seulement se focaliser sur ce qui intéresse Israël sur le plan sécuritaire, à savoir le développement du programme de missiles balistiques, encore des frappes contre les centrales nucléaires? Oui, alors normalement, ce genre de banque de cibles, comme on l'appelle, ça inclut des sites militaires, les sites nucléaires. Bon, ce qu'il en reste en tout cas, parce qu'après juin, l'Iran a été frappé de façon extrêmement lourde. Alors, bien évidemment qu'Israël va pas bombarder des sites civils, même les sites de médias iraniens, les IRIB, ou bien des officiers ou bien des bureaux de la police
police ou de Bastille ne sont pas des sites civils. Même l'arme de médias de régime iranien a été déclarée ou désignée comme une organisation terroriste par le département de Trésor américain. Alors, tout ça, Israël réserve le droit de se défendre par cibler des sites militaires qui peuvent menacer la sécurité d'Israël par les sites de lancement de missiles, etc. Mais est-ce que Israël et les États-Unis vont choisir d'aider les manifestants par une façon ou une autre? Ça, ce serait, à mon avis, une étape un peu trop loin qui serait peut-être requise, mais doit être requise par le peuple iranien. Et, aujourd'hui, au moins en ce qui concerne aujourd'hui, j'aurais conseillé d'attendre et de voir ce qui se passe authentiquement, bottom-up, avec le peuple iranien lui-même, qui peuvent très bien, avec les mesures qu'il a, de faire chuter le régime. Mais ça, il faut attendre, à mon avis, de voir ce qu'il en passe. Alors, une question, Or, pour terminer, sur le dossier de Gaza. Normalement, aujourd'hui, le président Trump devait annoncer la création de ce fameux Conseil de la paix qu'il préside et qui est censé superviser, on va dire, la création d'un gouvernement de technocrates, etc. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que les choses bougent de ce côté-là. Tout le monde a les yeux rivés sur l'Iran. Est-ce que vous pensez que finalement, d'une certaine manière, cette situation en Iran, elle profite à Israël, elle permet à Israël, comme selon certains l'affirment sur le plan sécuritaire, de nettoyer, on va dire, la bande de Gaza, en particulier des tunnels qui sont sous la zone contrôlée par l'armée israélienne, c'est-à-dire aujourd'hui près de 60% de la bande de Gaza? Alors, ce qui me fait un peu, on peut dire, apaisé, c'est que les administrations israéliennes et américaines sont vraiment, vraiment collaborées. C'est-à-dire que, contrairement à l'administration Biden, aujourd'hui, on voit pas une situation où l'administration Trump fait des choses ouvertement contre la politique du gouvernement israélien. Mais le but est clair. Le but est clair de détruire les installations gouvernementales du Hamas. Je dis après au-delà de 2 ans de guerre. Alors, bien évidemment que le public israélien l'attend. Et donc, la seule question est qui va le faire. Je doute vraiment que l'armée azérie ou indonése ait la capacité de le faire. C'est que Tsahal qui a la capacité de le faire. Alors, Là, vous parlez dans la zone qui n'est pas contrôlée par l'armée israélienne pour l'instant, c'est-à-dire la zone qui est plus sur le littoral. Où le Hamas est encore au pouvoir, on va dire. Exactement. Je vous rappelle que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la situation, c'est un accord de cessez-le-feu qui est un accord temporaire. Alors, si on veut transitionner à la prochaine phase, alors bien évidemment, ça inclut la démolition de Hamas. Ça inclut offrir les Gazaouis une option d'immigrer ailleurs. Ça inclut des cités humanitaires où des civils gazaouis peuvent recevoir de l'aide humanitaire alors que le Hamas se fait détruire. Alors, et bien évidemment, avant d'avancer à la prochaine phase, il faut absolument demander que le Hamas libère l'otage israélien, le dernier otage israélien, Rangvili, qui est encore à Gaza. Alors tout ça, et j'en suis sûr, est communiqué aux Américains. Les Américains, de leur part, ils ont tout un pléthore de problèmes dans le monde, de Venezuela à Iran. Alors ça progresse, ça avance, mais en tout ce qui concerne Israël, le fait même que tous les otages ont été libérés, sauf un, et la situation à Gaza est quasiment stable. Pour Israël, c'est bon, on peut calculer les options, on peut offrir les Américains les options, mais la fin est claire pour Israël, la fin est claire. Pas de Hamas à Gaza est un plan international de rendre Gaza un endroit qui menace pas Israël. Comment va-t-on le faire? Il y a le plan de Trump, mais à mon avis, il faut être beaucoup plus fort, beaucoup plus assertif et détruire finalement les ramenances des installations gouvernementales du Hamas pour pouvoir avancer à la prochaine phase. Et donc, c'est pas trop à demander, c'est la sécurité des civils d'Israël, c'est la sécurité d'Israël.
Et donc, je suis sûr que l'administration Trump le comprend. Eh bien, Henri Sahar, merci beaucoup de nous avoir éclairé en particulier donc, sur le dossier iranien, mais également sur celui de la bande de Gaza. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, merci beaucoup. Si je vous dis El Al, qu'est-ce qui vous vient en premier? Admiration ou exaspération? Un peu des deux probablement. Car avec la compagnie israélienne, on s'est mis à entretenir une relation d'amour-haine un peu complexe. On pourrait la remercier et l'insulter dans un même souffle. Oui, parce qu'El Al, c'est d'abord ça. Cette fière étoile de David sur la queue de ses avions, comme une déclaration au monde, ces ailes qui nous portent vers notre terre promise pour quelques jours ou pour toujours, ce sentiment d'être à la maison avant même d'avoir décollé, ces engins si sécurisés qu'on y monte presque les yeux fermés, et une qualité de service qui en font l'une des 30 meilleures compagnies du monde. El Al, c'est aussi l'incarnation de cette promesse israélienne. On ne laisse personne derrière. On se souvient pendant le Covid ou au lendemain du 7 octobre de ces avions partis récupérer les Israéliens coincés aux 4 coins du monde, quitte à les faire voyager dans les toilettes ou le cockpit. On se souvient aussi de ces billets offerts par milliers aux réservistes en signe de gratitude pour leur engagement. Et qui n'a pas eu les larmes aux yeux à chaque fois qu'un pilote a pris le micro pour remercier nos soldats ou appeler à la libération des otages. Mais tout ça, c'était avant. Car à mesure que le conflit entre Israël et le Hamas s'est étendu et que les compagnies étrangères ont déserté le tarmac de Ben Gurion, El Al s'est retrouvé en situation de quasi-monopole sur de nombreuses liaisons aériennes. Et là, sans transition, la compagnie est passée d'héroïne en temps de crise à profiteuse en temps de guerre. Un exemple parmi tant d'autres. Le prix d'un billet aller-retour entre Tel Aviv et Paris est passé de 500 € en moyenne avant le 7 octobre à plus de 1 000 € pendant la guerre. Résultat, entre 2023 et 2024, El Al a multiplié par 5 ses bénéfices nets qui ont atteint 550 millions de dollars. Autant dire que la conduite d'El Al, perçue comme une trahison, a provoqué un tollé général. En pleine tragédie nationale, la compagnie israélienne qui se posait en symbole de patriotisme n'a pas hésité à s'enrichir sur le dos du peuple en détresse. En conséquence, une plainte collective a été déposée en juin 2025 pour tarifs abusifs et exploitation des conditions de guerre, avec 600 millions de dollars de réparation réclamées. En parallèle, une enquête de l'autorité israélienne de la concurrence pourrait contraindre la compagnie à s'acquitter de plusieurs dizaines de millions de shekels d'amende et voir ses dirigeants personnellement sanctionnés. En attendant, on suit le déroulement de ces procédures avec un sentiment étrange. On espère qu'El Al va payer cher tout en continuant à réserver nos billets chez elle. Parce qu'au fond, avec El Al, c'est comme en famille. On se déteste, on s'engueule, mais on est condamné à s'aimer. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Hilda Degani-Schmidt. Bonjour Hilda, Boker Tov. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs, comme nous l'avons mentionné, que vous êtes une activiste iranienne, que vous êtes en exil, vous vivez en exil depuis de nombreuses années, et vous êtes également le prix international de la laïcité 2023. Avec vous, je voudrais d'abord avoir les dernières informations dont vous disposez concernant la protestation en Iran. Alors, la protestation continue, la population reste très déterminée, mais la répression est féroce. C'est extrêmement difficile. Les gens appellent au secours, disent help et comptent réellement sur un soutien extérieur parce que, comme vous le savez, d'un côté, nous avons des forces de répression extrêmement violentes et de l'autre côté, nous avons une population qui n'a pas d'armes et qui n'a que sa vie pour défendre la liberté. Alors, je vais vous dire, par exemple, les deux principaux journaux israéliens de ce matin montrent des images de protestation, mais on a le sentiment, et dites-moi si je me trompe, qu'il y a moins de manifestations de masse qu'en fin de semaine dernière. Est-ce que je me trompe ? Alors, je vais vous dire, je ne pourrais pas vous dire de manière précise, puisque vous savez, depuis jeudi, maintenant, nous avons un blackout.
J'ai réussi à obtenir des voice ou des messages textes, mais pas d'images, depuis l'intérieur hier et avant-hier. À chaque fois, les gens disaient également que ils restaient très très déterminés parce qu'ils considéraient que s'ils échouaient cette fois-ci, le massacre qui suivrait serait sans nom et sans précédent. En revanche, oui, sur un des 5 messages, j'ai quelqu'un qui me dit que il y a moins de monde. Les autres me disent que les gens restent très déterminés et très présents. Ok, alors je voudrais essayer de comparer la situation dans laquelle on se trouve à ce qui s'est passé au mois de juin dernier, lorsque nous avions à l'époque interrogé, au moment de la guerre des 12 jours, nous avions interrogé aussi des Iraniens en exil. Et à l'époque, ils disaient... Au contraire, il disait on ne voudrait pas qu'Israël soit impliqué dans la protestation. On veut que ce soit le peuple iranien qui se libère lui-même de l'oppression du régime. Or là, aujourd'hui, c'est le contraire qui est en train de se passer. Ce sont les Iraniens qui demandent l'intervention et des Américains et des Israéliens. Écoutez, même pendant la guerre de 12 jours, nous les appelions ceux-là les patriotes de 12 jours. C'était des personnes qui prenaient prétexte si vous voulez, la majorité de la population iranienne, vous le savez, est un peuple ami avec le peuple d'Israël. Nous sommes dans une situation comme l'était l'Europe durant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire sans l'aide étrangère, les populations pacifistes ne peuvent pas se libérer des joues d'un tyran comme rarement il a existé dans le monde. Et en réalité, ces personnes qui tenaient ce genre de discours, très sincèrement, ça ne fait pas partie des retours que j'avais déjà à l'époque. Vous savez très bien que depuis le 7 octobre, le peuple qui a été auprès des Israéliens de manière visible, malgré tous les efforts de ce régime, c'est bien le peuple iranien. Et on a à plusieurs reprises vu un soutien dans un sens comme dans l'autre. Donc, l'intervention des Israéliens a toujours été considérée comme une intervention contre le régime et non pas contre la population. Moi, j'avais des témoignages pendant les 12 jours, y compris quand c'était les populations civiles qui étaient attaquées, où les Iraniens, vrai ou faux, je n'en sais rien, à l'intérieur, disaient en réalité, ce sont les agents du régime qui tuent pour pouvoir accuser Israël. Bref. Et on a des scènes, que ça soit dans les stades, que ça soit dans les rues, où les Iraniens évitent d'aller sur les drapeaux américains ou israéliens, où on voit bien ce lien très très fort. Maintenant, dire que les Iraniens ne doivent pas être aidés par l'extérieur, c'est une propagande qui est organisée soit par la fake opposition, soit par le régime. Très sincèrement, moi, les retours que j'ai, et sur les réseaux sociaux, et sur tout ce que j'ai autour de moi, la seule chose qui est dit, c'est qu'il ne faut pas que les rues se vident. Des frappes très massives pourront faire vider les rues, mais en revanche, une aide extérieure est indispensable. On ne peut pas demander... comment voulez-vous c'est comme si vous demandiez aux animaux dans un abattoir de s'en sortir tout seuls. Enfin, ça n'existe pas. Oui. On le comprend très bien et on comprend très bien cette demande, cet appel à l'aide de la part du peuple iranien. On le comprend très bien ici en Israël. Sachez-le, c'est important de vous le préciser. Dans la population israélienne, on le comprend très bien. Bien entendu, il y a les intérêts politiques et les intérêts de l'État d'Israël, de l'Amérique qui doivent être coordonnés. Mais bien entendu, du côté israélien, on espère bien entendu que, en tout cas, du peuple israélien, bien entendu, on espère que cette protestation, elle continuera à aller de l'avant et à s'amplifier. Je voudrais avoir votre réaction sur ce qu'écrivent certains éditorialistes ce matin dans la presse israélienne qui disent qu'aujourd'hui, le peuple iranien est en train de comprendre face au silence du monde libre, du monde occidental, ce que les Israéliens ont vécu depuis le 7 octobre. Alors, non. Nous l'avons compris bien avant. Vous savez, ça fait plusieurs révoltes réprimées dans le sang
où à chaque fois les Occidentaux ont utilisé ce moment-là pour négocier leurs intérêts à court terme et propres à leur pays, ce qui est normal que chaque pays défende ses intérêts, mais les intérêts sont à court terme. On sait aujourd'hui, tout le monde entier sait que ce régime utilise l'ensemble des ressources de ce riche pays pour sa guerre idéologique et au détriment du monde libre. On sait également, et d'ailleurs je reviens sur la précédente question, des images ne manquent pas, à la fois des avions qui viennent de Najaf vers Machhad, ou même des troupes terrestres qui arrivent depuis l'Irak avec des forces irakiennes ou du Hezbollah depuis le Liban pour donner main forte aux forces de répression. Donc les forces étrangères sont bien sur le territoire, mais du côté du régime, ce sont ses proxys. Et en l'occurrence, non, nous savions qu'Israël était seul. Nous étions avec vous à ce moment-là, et vous le savez, à travers le monde, les Iraniens, que ce soit la diaspora, mais aussi à l'intérieur du pays, où ils n'ont jamais réussi à mobiliser le peuple contre Israël, où les gens criaient ni Gaza ni Liban, nous donnons la vie pour l'Iran, et où ils étaient très clairement en soutien à Israël. Et nous savions la solitude qui était celui des Israéliens, puisque nous l'avons vécu depuis 45 ans, mais très très particulièrement depuis les 4 dernières révoltes populaires qui ont été dans le sang étouffé aux yeux des dirigeants qui ont négocié des intérêts propres et court-termistes à ce moment-là. Alors, une dernière question. Le prince Reza Pahlavi, il fait consensus aujourd'hui au sein des Iraniens exilés, au sein de la population iranienne, comme étant, on va dire, une alternative au pouvoir ? Il fait consensus pour les Iraniens à l'intérieur, les exilés. Nous avons la voix de la fake opposition qui est très forte et l'entrisme de la République islamique est très forte dans les médias et dans les lieux de lobbying. Nous n'avons pas les moyens dont ils disposent. En revanche, la population iranienne, au péril de sa vie, crie son nom. Lui-même ne se déclare pas comme quelqu'un qui veut le pouvoir, mais comme quelqu'un qui veut aider la population à passer à un régime démocratique et laïque selon un mode d'élection libre où le peuple définira le système royaliste républicain et le régime de gauche ou de droite. Ce qu'il veut, c'est une démocratie laïque, respectueuse des droits de l'homme et un état de droit. Eh bien, Hilda Degani-Schmidt, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir consacré du temps. Et on le répétera, le message que nous répétons depuis maintenant plus de 10 jours aux opposants du régime, que bien entendu ici en Israël, nous vous soutenons et nous soutenons les manifestants, les protestataires dans les rues de Téhéran. On espère bien entendu que cette protestation aboutira à la chute du régime des Mollahs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci, au revoir.